Nuit du 5 juillet 1943, début de l'opération Citadelle. 2 heures du matin, les divisions allemandes se préparent en silence. Suivant le plan du général von Manstein, les forces réparties en 2 groupes devront attaquer simultanément par le nord et le sud pour effectuer leur jonction à Koursk dans 4 jours. Les 2 pinces d'une broyeuse géante. D'ici peu, profitant de l'obscurité, elles attaqueront par surprise. Mais soudain, illuminant la nuit, plus de 1000 canons soviétiques libèrent un déluge de feu qui s'abat sur les positions allemandes. Le message est clair, l'armée rouge est au courant de l'imminence de l'attaque et elle est prête à se battre. À l'aube, les moteurs crachent une fumée noire, les chenilles crissent, les formidables formations de Panzer se dirigent vers leurs objectifs. Ces tanks, de plusieurs dizaines de tonnes, sont le point d'acier, l'arme de rupture. Dans leur sillage, l'infanterie est là pour occuper le terrain et se charger des survivants. Au-dessus de leurs tourelles blindées, le ciel est zébré par les escadrilles de chasse de la Luftwaffe. Devant eux, les chefs de char distinguent bientôt la première ligne de défense soviétique. Mais le moindre chemin a été truffé de mines. Les plaines sont devenues un piège mortel. Les Panzers ne peuvent pas faire 50 mètres sans risquer de perdre une chenille ou d'être pris sous le feu croisé des canons embusqués. Des centaines de Katyusha, les fameux orgues de Staline, lâchent leurs salves de roquettes qui s'abattent sur les formations allemandes. Les chars soviétiques, plutôt que de se battre en face à face dans un duel perdu d'avance, se sont transformés en bunkers. Enterrés, seule leur tourelle sort du sol. De leurs tranchées, les soldats russes se servent de toutes les armes disponibles. Nombre d'entre eux finissent enterrés vivants sous les chenilles des Panzers. D'autres courent droit sur les blindés pour les attaquer au cocktail Molotov. L'infanterie ne charge plus par vagues successives comme en 1941, mais se replie en ordre, de position en position, se couvrant mutuellement. Citadelle piétine. Au soir du 7e jour, les armées du Reich ont péniblement parcouru 30 km, très loin des objectifs initiaux. Malgré l'appui massif de l'aviation, même les Panzer Divisionen SS ne parviennent que difficilement à avancer. Pourtant, les généraux allemands sont persuadés que les soviétiques sont au bord de la rupture. Les pertes russes sont terribles. D'ici peu, Koursk sera à eux. Mais c'est sans compter les incroyables réserves en hommes et en chars de l'armée rouge. Le 12 juillet, à Prokhorovka, la 5e armée de la garde fait face aux Panzer Divisionen SS. La portée effective des canons soviétiques est de 500 mètres. Un Tigre, lui, peut détruire des cibles à 2 km. Les chefs de chars russes n'ont pas le choix. Ils lancent leurs machines droit sur les mastodontes allemands. Tirant obus après obus, avec une précision implacable, les Panzers font des cartons sur les T-34. Face aux Tigres, le meilleur atout des blindés soviétiques est leur nombre. Au prix de pertes effroyables, sous un déluge de feu, les équipages russes chargent à pleine vitesse, droit sur les chars lourds allemands. Acier contre acier, un combat de titans. L'ambitieuse stratégie allemande n'est bientôt plus qu'un furieux corps à corps entre chars d'assaut. Rapidement, le champ de bataille est un chaos indescriptible, où chaque équipage de chars se bat seul, au milieu de la fumée, entouré d'ennemis. On se tire dessus à bout portant, au canon. Des plaques d'acier sont arrachées du flanc des blindés, des tourelles déchiquetées sont projetées dans les airs. À l'issue de la journée, les Allemands, maîtres du terrain, mais à court d'hommes, de matériel et de munitions, ne sont plus en mesure d'attaquer. Le lendemain, Hitler décide de l'arrêt de l'offensive. Les défenseurs de Koursk ont tenu.
Au nord et au sud, les contre-attaques massives des forces soviétiques gardées en réserve bousculent les panzers. Djoukov est passé à l'étape 2. La Wehrmacht, épuisée, n'est plus en mesure de s'y opposer. En